Changer de point de vue, d'attitude, de mode de vie ou d'opinion ne se décide pas d'un coup. Ce sont des évolutions que nous vivons généralement avec difficulté car elles passent par ce que les scénaristes appellent une transformation intérieure. Toutes les grandes histoires sont liées à cette grande question de la transformation intérieure d'un ou de plusieurs personnages. Harry va devenir sorcier, Luke Skywalker va devenir Jedi, Shrek va tomber amoureux. Parfois, c'est la transformation de l'antagoniste qui est l'aboutissement du récit, comme par exemple le critique Anton Ego dans le film Ratatouille. Si toutes ces histoires méritent d'être racontées, c'est justement parce que changer est difficile. Dans la plupart des cas, nous résistons au changement de toutes nos forces, consciemment ou non. Comme l'a résumé avec humour Jacques Rouxel, le créateur des Shadocks, il vaut mieux continuer à pomper, même s'il ne se passe rien, plutôt que de risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas. Alors, comment faire pour évoluer ? Ce qui nous pose des problèmes, ce n'est pas ce que nous ignorons, c'est ce que nous tenons pour vrai et qui ne l'est pas, disait Mark Twain. Tout apprentissage passe par la remise en question de ce que nous pensons vrai et qui ne l'est peut-être pas. Et encore, nous faudra-t-il aussi développer la capacité de transmettre ce que nous avons compris, seul moyen de faire profiter les générations suivantes de nos erreurs. Nous avons besoin d'apprendre et de transmettre, et donc de comprendre comment apprendre et comment transmettre. C'est une très vieille question. Or, l'étude des phénomènes d'apprentissage montre que le psychisme passe toujours par au moins 4 étapes. L'étape 1, je ne sais pas que je ne sais pas. Tant que vous en êtes là, vous êtes dans la béatitude de l'ignorance. C'est une situation très confortable, que l'on pourra comparer à celle de Candide au début du roman de Voltaire. Étant dans l'ignorance complète de ce qu'il ne connaît pas, Candide ne peut ni se poser de questions ni réfléchir. Pour que ces processus de questionnement s'engagent, il faut être confronté à des faits nouveaux, des faits perturbants que l'on est contraint de prendre en compte et qui amènent une prise de conscience. Et vous en arrivez à l'étape 2. Je sais que je ne sais pas. Cette prise de conscience est souvent très déstabilisante et même effrayante. Pourtant, c'est elle qui nous pousse à apprendre en stimulant notre curiosité. Elle commence par la confrontation de la représentation que nous avons d'une chose avec une réalité que nous ignorions jusque-là à propos de cette chose. L'exemple le plus frappant est sans doute la représentation que notre espèce s'est faite du monde au fil des siècles. Terre plate ou terre ronde ? Immobile ou en mouvement ? Au centre de l'univers ou pas ? Avant que des éclipses lunaires ne soient observées dans de bonnes conditions, montrant que l'ombre de la Terre forme un arc de cercle, la première de ces questions ne se posait pas. En revanche, une fois posée, elle impose de chercher une réponse, amenant d'autres questions. Il devrait en être de même à chaque fois que nous sommes confrontés à un fait qui contredit notre représentation, nous prouvant que nous ignorions jusque-là quelque chose. C'est uniquement en admettant que nous avons un manque à combler que nous trouvons la motivation à chercher. Qu'ensuite, nous y travaillons en solitaire, avec un formateur individuel ou dans le cadre de cours collectifs, c'est un choix personnel. Ce qui est décisif, c'est d'y consacrer des efforts et du temps, et de confronter nos nouveaux savoirs aux anciens. C'est à chacun de décider si la nouveauté est pertinente ou non, amenant éventuellement un changement de représentation, qui nous amène à l'étape 3, je sais que je sais. C'est un moment de grande satisfaction, parvenir à s'approprier un nouveau savoir, une nouvelle théorie, une nouvelle méthode qui nous permet de mieux comprendre, d'être plus efficace, plus cohérent. C'est très valorisant, et peut même occasionnellement donner la grosse tête, surtout lorsque le nouveau savoir a été particulièrement difficile à acquérir. Voyez comment un enfant qui revient de l'école avec une capacité de mettre en œuvre un savoir nouveau peut être fier, excité, extatique, d'autant plus si ses parents le félicitent et célèbrent ses progrès. C'est la même chose pour un adulte, en particulier quand nous évoluons dans une société très hiérarchisée et que ce nouveau savoir y améliore le statut social. Et on en arrive à l'étape 4, j'oublie que je sais. Quand un savoir acquis devient une norme sociale, comme lire, écrire, prendre le bus ou nouer des lacets de chaussures, il finit par aller de soi et acquiert le statut de banalité. Nous sommes pétris de ce genre de connaissances que nous utilisons chaque jour et nous avons oublié les efforts qu'elles nous ont demandés. Discuter dans notre langue natale,
se doucher, s'habiller, se raser pour un homme, marcher, courir, écrire, lire, calculer. Nous savons énormément de choses sans avoir conscience de les savoir, ni avoir conscience que pour d'autres humains, ces choses apparemment évidentes peuvent avoir un sens radicalement différent, ou n'avoir même aucun sens du tout. Combien d'humains sur Terre ne savent ni lire ni écrire? Combien n'ont jamais vu une cabine de douche? Combien ignorent ce qu'est un rasoir, ou bien considèrent impensable de se raser la barbe pour des raisons religieuses? Combien vont vêtus d'un pagne, ou même de rien du tout? Combien seraient incapables de marcher ou de courir avec des chaussures? Combien n'ont jamais vu de chaussures? Nous devrions savoir que ce que nous considérons comme des connaissances est intimement lié à notre propre culture et ne correspond pas à toutes les cultures sur Terre. Pourtant, nous avons tendance à l'oublier et à considérer alors que ce que nous savons devrait être su par tout le monde sur la planète. Ce biais anthropologique amène à considérer sa propre culture comme supérieure à toutes les autres. Il est abusivement utilisé par quelques nations pour intervenir dans d'autres pays au nom de principes supérieurs pour justifier la colonisation, la conquête ou l'inféodation des autres peuples. Même au niveau individuel, le fait de tenir pour évidente une connaissance que d'autres personnes ne possèdent pas conduit à de gros problèmes. Imaginez par exemple un explorateur occidental qui se perdrait dans le désert du Kalahari. Il manquerait très vite de nourriture et surtout d'eau. Pour peu que les San, le peuple de chasseurs-cueilleurs qui vit là, tombent sur ce pauvre homme à l'agonie, ils seront sûrement très surpris qu'il n'ait pas su ramasser la plante riche en eau qui se trouvait à quelques mètres de lui. Pour un San, il est difficile de concevoir qu'il puisse exister des gens aussi incultes à propos des ressources qui les entourent. Personne ne connaît les Bushmen. Personne ne va jamais à l'intérieur du Kalahari. Comment se fait-il que tu les connaisses si bien? À l'époque où le Botswana appartenait aux Anglais, j'ai tapé sur un flic qui avait insulté mon père. Alors je me suis réfugié au Kalahari. Je me suis déshydraté à mort, et une famille de ces petits bonshommes m'a trouvé et m'a enseveli. Avec seulement ma tête qui dépassait. Et pendant 2 semaines, ils m'ont gavé de racines. Quand ils m'ont déterré, j'ai vu ma peau qui était presque blanche comme la tienne, tiens. Bah, j'ai vécu parmi eux pendant 3 ans. Ils sont très civilisés, ces gens-là. Si vous ignorez que vous ignorez, ce que vous dira une personne qui a oublié qu'elle sait risque de vous paraître inintelligible, absurde ou dangereux. Vous ne la croirez tout simplement pas, sans même vous apercevoir que c'est votre propre ignorance qui vous bloque. Ce n'est pas uniquement votre faute. Celui qui a des connaissances à transmettre devrait commencer par évaluer ce que son interlocuteur peut entendre, et le prendre au niveau où il est. Si vous êtes au niveau 1, il faudra d'abord vous faire passer au niveau 2 avant d'aller plus loin. Ce modèle des 4 niveaux peut aider, mais comme tout modèle, il a ses limites. En effet, pour être utilisable dans une perspective de transformation globale, il faut qu'un certain nombre de personnes dans la société aient atteint l'étape 3 sur des questions précises. Au début, l'effet de groupe conduit toujours au déni des dissidents, tant qu'ils sont très minoritaires. Comme ces dissidents en sont pour la plupart entre l'étape 2 et l'étape 3 du chemin, il leur est difficile d'aider les autres à passer de l'étape 1 à l'étape 2. Ce passage est un combat contre l'ignorance, d'autant plus difficile à mener qu'il a pour premier effet de mettre les gens dans un inconfort qu'ils essaieront de fuir. Pour les personnes qui atteignent le niveau 3, la satisfaction d'être parvenu au but met au second plan le cheminement qui a été indispensable pour en arriver là. L'oubli de ce chemin, c'est l'étape 4, conduit à vouloir transmettre ce qu'on a appris de façon directe, souvent avec difficulté car la tentation est grande de s'adresser alors à des gens qui en sont à l'étape 1, comme s'ils étaient déjà quelque part entre l'étape 2 et l'étape 3. Il est très difficile, voire impossible, de transmettre largement quand on grille des étapes du processus d'apprentissage. Ce serait plus simple si nous étions préparés dès le plus jeune âge à assumer qu'il existe et qu'il existera toujours des choses que nous ignorons, ou que nous oublions. Savoir que l'on sait, et savoir que l'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, voilà la véritable intelligence, disait Confucius. Je propose de considérer ce que disait Confucius comme une définition du niveau 5 du chemin d'intelligence, qui s'appellerait « Je sais que je ne peux pas tout savoir ». L'intelligence n'est pas qu'une affaire de connaissance, c'est aussi une question de lucidité. Ce n'est pas en essayant de tout savoir que l'on devient intelligent, mais en gardant à l'esprit que l'acquisition de savoir, tout en étant essentielle et nécessaire, a des limites quels que soient nos efforts. Nous devons œuvrer en gardant en tête que nous aurons toujours à apprendre, y compris de ceux auxquels nous prétendons enseigner. Plusieurs chemins s'offrent à vous. Dans plusieurs épisodes ultérieurs, j'aurai recours à certaines techniques de sémantique générale pour lever les ambiguïtés portées par certains mots.
Voulez-vous dès maintenant une présentation synthétique de cette approche? Ce sera par là. Une attitude très utile pour appréhender les idées nouvelles est la suspension du jugement. De quoi s'agit-il au juste? Ce sera par là. Pour changer d'avis, il faut faire le deuil de ses anciennes idées. Que nous disent les psychologues à ce sujet? Ce sera par là. Notre propre ignorance est un obstacle considérable à notre évolution. Comment en prendre conscience? Ce sera par là. Merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, je vous dis à très bientôt pour la suite.